Michèle Goyens est linguiste de formation. Elle s'intéresse depuis très longtemps à la traduction médiévale et en particulier aux traductions scientifiques du latin vers le français. Elle est particulièrement attentive à l'évolution du lexique et de la terminologie. Depuis, alors je ne l'ai pas demandé, et c'est presque indiscret depuis combien de temps elle travaille sur Évrard de Conti, mais les publications qui ont été exposées là remontent à un peu plus de 10 ans, donc voilà, euh, puisque c'est celui-là qui date de 2006, hein, donc un premier volume consacré à la diffusion des problématas d'Aristote, du pseudo-Aristote, hein, dans différentes langues, à différentes époques, hein, et jusqu'au récent colloque qui s'est tenu à Paris et qui a été publié par Joël Ducos et Michel Goyens en 2015 chez Champion, hein, traduit au XIVe siècle, qui tourne principalement autour de la figure d'Évrard de Conti. Voilà, nous avons l'honneur d'accueillir ici Michel Goyens pour cette conférence sur l'édition d'un autographe, hein. Et là encore, c'est un sujet qui est un peu d'actualité ou qui fait couler pas mal d'encre depuis quelques années, hein, puisque dans la lignée des travaux de Gilbert Huy, de cette maison, il y a eu plusieurs publications, en particulier en Belgique, hein, sur les autographes, en Belgique francophone cette fois-ci, et de Louvain en plus, la Neuve, hein, puisque vous avez les travaux d'Olivier Delceau et de Tania Van Amelric sur les autographes, en particulier les autographes de Christine de Pisan, hein, et leur répertoire des manuscrits ou catalogue des manuscrits autographes ou pouvant être assimilés à des autographes, hein, qui est bien utile. Et Michel Goyens va nous parler donc d'un cas assez exceptionnel, hein, qui est l'édition d'un manuscrit autographe d'Évrard de Conti, qui est un manuscrit extrêmement volumineux, difficile à éditer, qui requiert une équipe pluridisciplinaire, puisque il y a énormément de matières de disciplines très techniques. Donc il faut à la fois associer des philologues, des historiens des sciences, des historiens de la langue, hein, pour mener à bien une telle entreprise. Et donc c'est avec beaucoup de curiosité que je lui cède la parole. Merci beaucoup. Si vous permettez, je m'assieds. J'espère que ça vous conviendra. Tout d'abord, je voudrais remercier Frédéric Duval et l'École nationale des chartes de m'avoir invité. Je suis très honorée de pouvoir travailler ici pendant ces 2 semaines et en particulier de pouvoir vous entretenir sur un sujet que je tiens très à cœur, à savoir le manuscrit autographe des problèmes d'Évrard de Conti. Et je voudrais en même temps associer à ces remerciements ma collègue Françoise Guichard-Tesson de Montréal, qui a depuis en fait déjà 15 ans, qui a fait ce parcours sur Évrard de Conti avec moi. En fait, l'intitulé de ma conférence était au départ un titre un peu plus long, mais on m'avait demandé de l'abréger. Hein, et en fait, il s'intitulait Édition de texte au service de la traductologie, le cas de l'autographe des problèmes d'Évrard de Conti, où bien sûr l'aspect autographe est important, mais aussi l'aspect traductologie. Hein, et ce sont ces 2 aspects que j'aimerais bien plus en particulier aborder aujourd'hui. Alors aujourd'hui, quand nous devons traduire, hein, nous avons pas mal de ressources à notre disposition, des dictionnaires, etc., mais aussi un instrument comme Google Translate, hein, qui vous permet sur quelques secondes d'avoir une traduction, par exemple, de l'anglais vers le français. Là, une phrase un peu banale, hein,
Bon, on voit tout de suite qu'on me rend masculine, ce qui bien sûr n'était pas mon intention, mais même si on rentre une phrase un peu plus compliquée avec des termes plus techniques, ça semble quand même marcher assez bien. Il est clair qu'au Moyen Âge, la situation n'était pas telle, les traducteurs n'avaient pas de telles ressources à leur disposition. Hein. Ils avaient sans doute quand même certains traités qu'ils connaissaient, ou ils avaient certains glossaires à leur disposition, mais là aussi, c'est peu sûr. La structure de... Pardon, j'ai encore appuyé sur le mauvais bouton, excusez-moi. La structure de cette communication d'aujourd'hui sera la suivante. Donc, je vais d'abord, après cette introduction, brièvement décrire le manuscrit autographe et les copies. Ensuite, montrer dans un deuxième point comment on peut voir dans l'autographe l'auteur au travail. Et puis, attaquer dans un troisième point, en fait, un aspect particulier de la traduction, la question du bilinguisme, et ce que cela signifie dans le contexte du Moyen Âge, dans le contexte de la traduction de textes savants. Et enfin, cela nous mènera précisément à mettre en valeur la spécificité de l'édition d'un tel autographe et les défis devant lesquels nous nous trouvons. Alors, en guise d'introduction, j'aimerais bien donc présenter les textes qui sont peut-être déjà connus pour certains, peut-être moins pour d'autres. C'est pourquoi je me permets quand même de rappeler les points les plus importants. Hein, le traité qui est connu sous le nom de Problème, les Problemata Physica, a été composé en fait en partie par Aristote lui-même, mais a été plus tard complété par ses successeurs, d'où le nom d'œuvre pseudo-aristotélicienne qu'on lui accorde. Il s'agit en fait d'une collection assez pittoresque hein, d'exposés sur des thèmes assez divers. On trouve bien sûr la médecine qui occupe une grande partie de l'œuvre, mais aussi des éléments de météorologie, les émotions, les animaux, les pierres, les plantes, la musique, etc. Autant de thèmes qui permettaient en fait de satisfaire la curiosité de l'homme scientifique médiéval. Comme on peut le voir sur le schéma qui avait été en fait publié par Françoise Guichard-Tesson dans un de ses articles qui introduisait les problèmes d'Évrard de Conti, on voit que le traité de pseudo-aristotélicien a été traduit en latin par Barthélemy de Messine vers 1260. Et un demi-siècle plus tard, vers 1310, c'est Pietro d'Abano, un médecin d'origine padoine, qui ajoute un commentaire à cette traduction en latin. Et c'est en se basant sur ces deux œuvres qu'Évrard de Conti a réalisé sa traduction en français des Problèmes vers 1380. Qui est Évrard de Conti ? Évrard de Conti est né vers 1330, il est décédé vers 1405. Il est d'origine picarde et fut maître régent de la faculté de médecine de Paris et médecin personnel du roi Charles V, le Sage. Mais il s'intéressa aussi aux lettres, puisqu'il est également l'auteur du livre des échecs amoureux moralisés, édité par Françoise Guichard-Tesson et Bruno Roy, et selon nous aussi l'auteur du poème des échecs amoureux. Qu'il y ait eu ou non commande du roi Charles V, ce n'est pas très clair parce que le roi était décédé avant la fin de l'œuvre. On estime en tout cas que le commentaire des problèmes a effectivement été entrepris à son intention aux environs de 1375, en un temps d'effervescence traductrice, et qu'il fut achevé entre 1380 et 1382. Ce texte, il faut encore le dire, présente pour chaque problème, donc l'œuvre est subdivisée en parties, 38 parties. Chaque partie compte un certain nombre de problèmes. Et chaque problème commence par « pourquoi est-ce que ?» C'était comme cela dans le texte aristotélicien. Chez Évrard de Conti, on constate toujours qu'il y a une partie texte qui semble correspondre à la traduction de Barthélemy de Messine, et ensuite une partie glose qu'il indique en principe dans la marge par cette abréviation GL que j'ai entourée en rouge et qui
semble traduire le commentaire de Pietro d'Abano. Or, Peter de Leemans et moi-même avons fait une étude un peu plus poussée de ces parties et on constate en fait que déjà dans la partie texte, Évrard de Conti s'inspire très fort du commentaire de Pietro d'Abano. D'ailleurs, la glose elle-même n'est pas une pure traduction du commentaire de Pietro, parce que Évrard peut déplacer des éléments, peut en rajouter, peut en laisser tomber. Donc la comparaison des deux versions est assez complexe. Voilà pour ce qui est des textes en présence. Passons maintenant à une brève description du manuscrit autographe et des copies. Enfin, je ne vais pas décrire les copies, je vais juste les mentionner. Le manuscrit autographe est conservé ici à la Bibliothèque nationale de France sous la cote français 24 281 et 24 282. Ce sont deux volumes de près de 500 folios en tout. Donc c'est un texte vraiment long. On y trouve un certain nombre de citations en latin, ainsi que des identifications de références et de citations dans les marges. En dehors de ce manuscrit autographe, nous comptons également, à cette date, 7 copies complètes, dont vous avez les identifications sur la diapositive, dont 3 se trouvent à Paris, puis un manuscrit à Cambrai, un autre à Iéna, un autre à La Haye et un autre à Stockholm, qui a été découvert assez récemment, enfin en 2006, par Laurent Brun. À côté de cela, il y a 2 copies incomplètes, une partie qui se trouve à Chantilly et qui est une copie uniquement de la partie sur la musique, la partie 19. Et enfin, le manuscrit N, qui en fait est un ensemble de fragments, au départ des fragments qui contenaient que les miniatures, de très belles miniatures en grisaille, mais assez récemment, on a découvert aussi apparemment le reste, ou des restes de ce manuscrit, mais assez en très mauvais état. On l'a coupé dedans, etc. Mais la bibliothèque a maintenant soigneusement également catalogué ces fragments et on peut donc également, si nécessaire, les consulter. Nous avons bien vérifié que tous les manuscrits intègrent soigneusement les corrections de l'autographe, dont ils sont finalement un fidèle reflet, et qu'ils ne présentent pas non plus de différences significatives. Il y a une seule exception, c'est le manuscrit G de La Haye, qui est un manuscrit assez tardif et qui se permet certaines libertés. C'est donc un témoin un peu moins fiable. Mais comme la plupart des copies reprennent les corrections, il nous semblait tout à fait justifié de fonder l'édition du texte sur le manuscrit autographe qui témoigne bien de l'ensemble du travail d'Évrard. Alors ce travail d'Évrard, un auteur au travail, on peut le voir effectivement grâce à un tel type de manuscrit. Tout d'abord, le cas du manuscrit autographe au Moyen-Âge, ce sont des cas finalement relativement exceptionnels, relativement rares. On en connaît quelques exemples. Je vous cite celui de Jean Miellot, par exemple. Excusez-moi, Jean Miellot, par exemple, dont on connaît la célèbre miniature où il présente sa traduction du traité sur l'oraison dominicale à Philippe le Bon, manuscrit qu'il a lui-même réalisé. On connaît l'exemple de Christine de Pisan également, qui a sans doute essentiellement surveillé la production de ces manuscrits. Et à côté de cela, un autre type d'autographe, un peu plus brouillon, si vous voulez, celui d'Évrard de Conti. Et vous voyez tout de suite, ce qui frappe, c'est qu'il y a des additions dans les marges, il y a des ratures. J'agrandis une partie. Vous voyez que même dans les additions, il va encore se corriger puisqu'il y a encore des ratures dans ces additions.
Maintenant, comment faut-il définir un manuscrit autographe? Bien sûr, intuitivement, on dit que c'est un manuscrit réalisé par l'auteur lui-même, un texte écrit par la main de l'auteur. C'est la définition que nous trouvons dans le répertoire de Denis Muserel. Mais pour d'autres, c'est un manuscrit qui est supervisé et corrigé par l'auteur. D'ailleurs, la terminologie est assez instable. On trouve le terme d'autographe, mais aussi d'original ou inédit, un manuscrit d'auteur, un exemplaire d'auteur, etc. Le nom est déjà tombé, celui d'Olivier Delceau, qui en 2013 a publié sa thèse consacrée aux autographes et plus en particulier à l'exemple de Christine de Pisan. Et Delceau s'est en fait penché sur cette problématique du manuscrit autographe et pour lui, il faut en fait distinguer 3 dimensions pour proposer une terminologie adéquate. Tout d'abord, il y a la dimension de l'élaboration et de la diffusion du texte. Il y a aussi celle des méthodes de production. Et enfin, une 3e dimension, celle des destinataires. Si nous prenons juste en compte la première dimension, l'élaboration et la diffusion du texte, voilà toute une terminologie que Delceau développe. Tout d'abord, il distingue le manuscrit de composition. C'est l'auteur qui compose son propre texte. Parmi ceux-ci, il distingue différentes étapes. Le manuscrit d'enregistrement, de rassemblement, etc. Premier jet, second jet, et ainsi de suite. Ensuite, 2e étape, le manuscrit d'édition, la mise au net du texte qui va servir de modèle. Et enfin, le manuscrit de publication qui va alors être diffusé. On peut aussi se poser la question de savoir comment, au Moyen-Âge, on percevait l'autographe. La notion, en fait, n'était pas d'intérêt, semble-t-il, pour la société médiévale. C'est ce que dit Olivier Delceau. Il n'y a pas de terminologie spécifique. Elle est identique à celle qui désigne d'autres manuscrits, aussi les copies. Et le terme lui-même d'autographe, d'ailleurs, n'apparaît qu'au XVIe siècle. Comment faut-il étudier ces autographes médiévaux? Est-ce qu'il y a une méthodologie? En fait, il n'y a pas de consensus encore à cette heure. Et il faut bien sûr réaliser développer une méthode rigoureuse qui comprend bien sûr l'étude philologique et esthétique également. Je me permets également de renvoyer au répertoire réalisé par Olivier Delceau, Tania Van Emmelrich et Gilbert Rouy également. Cela a été publié posthumement, je pense, par rapport à Gilbert Rouy, qui s'intitule « Les manuscrits autographes français à la fin du Moyen-Âge, un guide de recherche ». Et ces auteurs classent le manuscrit d'Évrard de Conti parmi ce qu'ils appellent simplement un manuscrit autographe, qui désigne, dans leur terminologie, un manuscrit qui est entièrement transcrit par l'auteur. D'ailleurs, avant eux, Gilbert Rouy avait déjà qualifié, dans une étude qu'il avait faite sur la bibliothèque de Simon de Plumetot, ce manuscrit de brouillon de second jet. En effet, ce qui frappe à l'examen des folios, c'est le grand nombre de ratures, de corrections et d'additions qui figurent dans le texte lui-même, mais aussi dans les marges et les bas de page. Il n'y a pas un folio de ce manuscrit qui ne soit marqué de plusieurs interventions, d'ampleur et d'importance variables. Il peut s'agir d'une simple lettre raturée pour corriger une faute d'inattention, ou même il peut s'agir d'un folio carrément complètement coupé et remplacé par un autre. On y voit l'auteur à l'œuvre, ajoutant, retranchant, corrigeant. Vous avez ici 2 exemples. À gauche, vous avez le folio 17R que j'avais déjà utilisé auparavant, où vous avez des additions dans les marges et même des ratures dans les additions. Un autre exemple est celui à droite du folio 60R, où vous voyez essentiellement en bas de page une longue addition, et même dans cette addition, encore une fois, des ratures dans la marge. Je vais faire un petit agrandissement du bas
de cette page pour que vous voyez tout d'abord que l'encre est différente. C'est une couleur plus claire que l'encre du texte. Donc sans doute cette modification a été faite à une heure plus tardive que la transcription même du texte. Le fait qu'il s'agisse d'un ajout assez long l'a obligé à utiliser une écriture plus serrée. Donc l'écriture est vraiment plus petite, mais nous avons des indications que c'est toujours sa propre écriture. Et donc là-dedans aussi, plusieurs campagnes de correction. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces projets, sur ce type de problème. Il y a aussi des pages qui ont peu de ratures, ce qui donne vraiment à penser que Évrard est en train de mettre au net et de retravailler éventuellement par-ci par-là un premier jet, donc que Gilbert Rouy avait bien raison, que c'était un second jet. D'ailleurs, on peut faire appel également à certains types de corrections qui sont des corrections typiques de copistes. Donc on comprend qu'en fait il copie son propre texte et il fait par exemple des erreurs du genre des homéotéleutes, saut du même au même, etc. J'y reviendrai. Avant d'observer les types d'intervention d'Évrard, nous allons tout d'abord caractériser la langue qu'il utilise. Je pense que ça peut être utile. Un autographe permet bien sûr de prendre connaissance avec certitude les habitudes d'un auteur en ce qui concerne l'orthographe, la morphologie et la syntaxe. Sans nous attarder longuement sur cet aspect, on peut remarquer ici la qualité de l'orthographe grammaticale de l'auteur. Il est relativement systématique. Il y a peu de fautes, si du moins on peut parler de fautes à cette époque. Il y a beaucoup de variations dans la graphie, mais du point de vue des accords, du point de vue de la systématicité, du respect de la déclinaison, j'y reviendrai, on voit qu'il est très rigoureux. Aussi par rapport aux lettres suscrites ou barrées, on voit qu'elles servent à rectifier l'accord d'un verbe, d'un adjectif ou une terminaison verbale, tous des aspects qui témoignent d'un souci assez important d'Évrard par rapport au texte qu'il écrit. Le trait qui frappe le plus à la lecture des problèmes est le respect scrupuleux de la déclinaison. À une époque, nous sommes à la fin du XIVe siècle, où le système semble bien abandonné depuis un certain temps. Mais il est d'origine picarde et en Picardie, effectivement, c'est un dialecte un peu plus conservateur. On a l'impression qu'on respecte plus facilement les déclinaisons. Et vous voyez ici toute une série d'exemples qui montrent clairement qu'il s'agit bien d'un système casuel, avec dans le premier cas un sujet pluriel avec l'article défini li, puis nombre, un substantif masculin sans s, ce qui montre bien qu'il s'agit d'un pluriel. D'ailleurs, le verbe est au pluriel également. Et vous en avez d'autres exemples ici. Un manuscrit autographe devient bien sûr particulièrement intéressant lorsqu'il révèle des corrections faites par l'auteur. Nous allons parcourir très rapidement les principaux types d'intervention de l'auteur, essentiellement pour voir la genèse plus tard d'une traduction. Tout d'abord, il est clair que toute une série d'interventions servent tout simplement à corriger un texte manifestement erroné dont il s'est rendu compte. Par exemple, des mots qui sont répétés par erreur. Il a mis ces grandes délectations, il barre le premier. Ou encore une erreur du genre, il avait mis corde au lieu de cause, il barre corde, il remplace par cause. Certaines fautes nous amènent à penser qu'il s'agit moins d'erreurs de rédaction que plutôt d'erreurs de copie, comme je l'avais dit, puisque Évrard travaillait sans doute à partir d'un premier brouillon ou de brouillon partiel, cela peut s'expliquer. Il y a des répétitions, des omissions, des confusions de mots voisins. Regardez l'exemple suivant, où il met en un lieu qu'il appelle Agathyrsis. S'il chante donc, est-ce appelé Agathi. Voilà, vous avez appelé ou appel qui était déjà présent, et il avait mal copié les revenus à appel Agathyrsis. Il s'en rend compte, il barre et il continue avec le mot correct.
Ou encore, le deuxième cas, l'une a son lieu en mai, et il se rend compte qu'il a fait une erreur parce que lieu en mètre vient plus loin. Donc il s'en est aperçu à temps et il se corrige immédiatement. Parfois aussi, il s'agit de corrections qui témoignent du souci d'un style élégant. Hein. Chez Évrard, par exemple, il veut éviter des répétitions, comme dans le cas suivant, hein, s'il y a des fautes en aucune des autres, la moyenne peut bien remplir la des fautes, avait-il mis. Il s'est rendu compte qu'il répète de façon très proche des fautes, il barre et il met dans l'interligne le pronom le pour remplacer le substantif. Le, bien sûr, pour le picard, hein, féminin. Mais il y a aussi d'autres types de corrections qui vont intéresser en fait la traductologie au plus haut point et qui révèlent non seulement ses qualités de pédagogue, comme nous allons voir, mais aussi son attitude comme traducteur et commentateur face à l'autorité qu'il traduit. Mais nous y reviendrons plus tard. Tout d'abord, je pense qu'il est intéressant de montrer également comment on peut s'apercevoir des différentes étapes dans le travail d'Évrard. Lorsqu'on parle de correction, bien sûr, on s'intéresse à la question de la chronologie des différentes étapes de correction. La présence de plusieurs types d'écriture et de plusieurs couleurs d'encre nous donne certains indices et nous incite à conclure que le texte a été l'objet de plusieurs révisions, sans qu'il soit possible, dans bien des cas, d'en arriver à des conclusions très précises. En tout cas, nous avons, pour résumer, toujours en présence, en fait, 3 couches de correction. Il y a des corrections qui sont faites au fil de la plume, où il se rend compte d'une faute immédiatement lorsqu'il écrit, il barre le mot en question, il continue à écrire. D'autres mots relèvent d'une relecture immédiate. C'est le cas par exemple avec le folio verso et le folio recto qui suit, où on se rend compte qu'il a à un moment donné, qu'il se rend compte qu'il a oublié carrément tout un paragraphe, mais qu'il va continuer, en fait au bas du verso, qu'il va là rajouter le passage qu'il avait oublié et qu'il va utiliser un système de signes pour rattacher le paragraphe à l'endroit voulu. Et ces signes, je vous les ai agrandis ici. Vous avez donc le trèfle qui se met au début du paragraphe ajouté en bas de page et qui se retrouve plus haut en marge droite où il ajoute d'ailleurs ad hoc signum. Ça veut dire qu'il faut continuer la lecture là-bas. Comme le passage qu'il ajoute est plus long, il va dépasser le folio, il va donc continuer à écrire sur le recto. Sur le recto, il va également ajouter un symbole pour montrer que c'est là que s'arrête maintenant l'ajout et qu'il faut continuer la lecture là où il faut. Donc l'intérêt de l'autographe tient à la fois à son caractère homogène, puisque tout a été écrit de la main de l'auteur, et au fait que nous y voyons des couches de correction et de rature qu'il est possible d'étudier. Certaines d'ailleurs sont écrites d'une encre manifestement différente, comme par exemple ici, où vous avez plusieurs couches de correction. Rapprochez. Vous avez tout d'abord 3 ajouts qui étaient faits en marge gauche, d'une écriture un peu plus grande que les autres. 2 en marge gauche et puis une en marge droite. Ensuite, également une 4e en marge gauche, d'une écriture déjà un peu plus petite. Puis il doit rajouter des passages un peu plus longs, son écriture commence à se serrer. Et enfin, non, je ne sais pas encore enfin, je vais agrandir un peu cet ajout. Vous voyez que dans cet ajout, il doit même encore raturer. Et là, par exemple, aussi, on voit que l'écriture se resserre. Et enfin, il y a tout cet ajout au bas de la page, hein, que je vais reprendre ici. Tout un ajout tout à fait au bas de la page dans lequel il va encore raturer, il va rajouter des éléments dans l'interligne
et même en marge gauche. Donc vous voyez comment il peut vraiment travailler son texte. Essayons maintenant de voir en quoi l'étude d'un manuscrit autographe peut servir la traductologie. Mais pour commencer, il importe de souligner l'importance de cette question du bilinguisme, puisque lorsqu'on traduit, on est confronté à cette situation. Il est clair que dans le domaine d'Oïl, vers la fin du Moyen Âge, la situation linguistique est assez complexe. Je me base notamment sur un article d'Ildiko van Tricht qui a repris également des éléments à des articles de Serge Lusignan et Gilbert Houy qui ont étudié la question. En fait, vers la fin du Moyen Âge, la situation est complexe en ce sens que nous avons, d'après l'endroit où vivent les personnes en question, ils parlent un dialecte, mais s'ils vont travailler, comme c'était le cas d'Évrard, à la cour du roi de France, ce n'est plus le même dialecte qui est utilisé, c'est le dialecte du roi, le français. Mais bien sûr, lorsqu'ils vont à l'université, ces personnes apprennent et utilisent le latin. Donc la situation est assez complexe. Quel latin? C'est aussi une question qu'il faut se poser. Il faut faire une distinction, selon Gilbert Houy, entre le latin de l'Antiquité et le latin des clercs au Moyen Âge, qui pouvait être sensiblement différent. Il s'agit donc d'une situation de plurilinguisme, et lorsqu'on parle de traduction, il est clair que celui qui traduit en général vers une langue, et en général c'est sa langue maternelle. Pour la situation moderne, il y a eu des études sur le bilinguisme et sur la façon dont les langues en présence peuvent s'influencer l'une l'autre. Et je reprends ici un modèle qui avait été mis en évidence par Ildiko van Tricht et qu'elle avait repris à Kroll et Stewart. Et si vous voulez suivre avec moi sur le petit schéma, la langue 1, la L1, c'est en fait la langue maternelle apprise dès l'enfance par toute personne et dont on peut supposer que c'est la langue dominante. C'est celle qu'il maîtrise le mieux. Lorsqu'on apprend plus tard une autre langue, que l'on pourrait désigner ici par L2, cette langue a été apprise et en fait, on peut supposer que son lexique est plus réduit, d'où ici l'ovale qui est plus petite que l'ovale de la L1. Le lien avec les concepts qu'il faut exprimer est un lien très fort entre la langue maternelle et les concepts à exprimer. En principe, cela ne pose pas de problème. Le cerveau d'un locuteur, lorsqu'il doit s'exprimer dans sa langue maternelle, il parvient à exprimer les concepts qu'il veut. Par ailleurs, pour une langue qu'il a apprise, cela peut poser des difficultés. S'il ne maîtrise pas encore suffisamment cette deuxième langue, il peut avoir des problèmes pour exprimer certains concepts, d'où le trait plus fin entre l'ensemble des concepts d'un côté et la langue 2 de l'autre. On dit aussi que dans ce cas-là, il y a plus d'interférences qui vont de la langue maternelle vers la langue apprise plus tard, puisque lorsqu'on apprend une langue, on est influencé par sa propre langue, la langue dominante. Maintenant, on peut se poser la question de savoir ce qu'il en était au Moyen Âge, parce qu'il est clair que l'expression de la science au Moyen Âge se faisait par le biais du latin, a priori. Il y a bien sûr tout un mouvement de traduction qui a eu lieu, un mouvement de traduction qui a nécessité la confection de tout un vocabulaire spécialisé, inexistant dans la langue vernaculaire, donc dans la langue maternelle du traducteur. On voit comment la situation peut être différente par rapport à celle, disons, du monde actuel. Il faut tenir compte, en d'autres mots, aussi de cette réalité sociolinguistique et du contexte énonciatif dans lequel se trouve le locuteur, le traducteur. Ildiko van Tricht a en fait montré
qu'il faudrait partir de chaque domaine, de chaque champ sémantique dont s'occupe un traducteur pour pouvoir en fait mieux esquisser la situation. En effet, selon elle, lorsque par exemple nous nous trouvons dans le monde de la médecine et que nous avons un Évrard de Conti qui a appris les théories médicales en latin, les concepts médicaux pour lui sont plus développés en latin, donc dans sa L2 en fait, dans sa langue dans la langue qu'il a apprise plus tard. Mais dans ce cas concret, dans ce contexte précis, pour lui, cette langue est plus importante. Et donc, on peut s'aviser, on peut s'imaginer que les interférences, cette fois, vont aller dans le sens de la langue vernaculaire, de la langue maternelle, lorsqu'il doit traduire, langue maternelle à qui il manquait beaucoup de termes pour exprimer les concepts qu'il devait rendre. Et c'est pourquoi elle a proposé une adaptation de ce modèle. Eh bien, essayons de voir dans le concret, avec quelques exemples, si nous pouvons vérifier également, à l'aide des corrections faites par Évrard de Conti dans son autographe, cette hypothèse. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de certains exemples du texte ? Je ne pouvais pas me passer de ne pas vous montrer quand même aussi quelques cas intéressants qui ont moins à faire vraiment à la traductologie ou au sens propre ou au langage scientifique que simplement par ma curiosité de linguiste qui me semblait intéressant. Par exemple, il y a des cas qui permettent vraiment de voir comment la sémantique des connecteurs, par exemple, était fine. Il y a des exemples où Évrard de Conti remplace pour ce que, qui signifie parce que, par car. Donc pour lui, déjà, à cette époque, il y a une différence entre les deux. Ou encore, il fait parfois l'inverse dans le deuxième exemple. Il met car, il biffe, il remplace dans l'interligne par parce que. Mais je ne vais pas m'attarder à ces exemples parce que ce n'est pas là que je vais en venir. Et je ne veux pas vous cacher non plus qu'il y a moyen de tirer des éléments intéressants sur les déterminants également. Par exemple, il remplace diverses par plusieurs. Donc il y a des nuances sémantiques pour lui qui sont intéressantes. Ou encore, il remplace le démonstratif celle par le démonstratif ceste. Ça veut dire que pour lui, il y a toujours cette opposition entre les deux séries bien connues au Moyen Âge. Ce qui m'intéresse davantage, ce sont des questions de lexique. Un premier exemple dont je voudrais m'entretenir avec vous, c'est le suivant. Vous avez un extrait que je vais lire. Et c'est voir, se dit Aristote, s'il n'y a erreur en leur gouvernement, par leur erreur et défaute, et puis il s'arrête, il barre, et il remplace donc par eux-mêmes et par leur coupe. Coupe, culpe, leur faute également. C'est une partie qui se trouve dans le 11e problème et dans la partie texte, qui correspond donc en principe à la partie de Barthélemy de Messine, mais nous savons donc aussi qu'il faut parfois aller voir déjà chez Pietro d'Abano. Qu'est-ce qu'on trouve là comme élément correspondant qui peut servir de point d'attache? C'est perse peccaverint. Alors peccare, en latin, signifie commettre une faute, mais aussi pécher. Or, erreur et défaute n'ont pas le trait sémantique du péché, tandis que coupe, oui. Donc on se rend compte qu'il voit qu'il perd un trait sémantique, il n'est pas content, et il cherche un meilleur terme qu'il trouve sous la forme de coupe. Il s'agit là, excusez-moi, j'aurais dû vous donner un peu le contexte, il s'agit en fait d'une question qui se demande pourquoi, par un temps froid et sec, ce temps profite aux flegmatiques et aux femmes. C'est parce que ce temps les ramène à un équilibre entre le chaud et le froid d'un côté et le sec et l'humide de l'autre. Et Évrard continue en disant « Et c'est voir, se dit Aristote, s'il toutefois il n'y a pas erreur
hein, en leur gouvernement, dans leur régime, si ce n'est pas leur propre faute, hein, et même leur coupe. Hein. Donc c'est un élément qui me semblait intéressant. Un deuxième cas, c'est le suivant, où il barre effication et il remplace par efficace. Il s'agit dans les deux cas d'un substantif. Effication est un terme qui n'est pas attesté dans les dictionnaires. Pourtant, en latin, il y a un cas, il y a un des dictionnaires, le dictionnaire qui traite des textes d'Italie, qui proviennent d'Italie, ou qui atteste un nom latin efficatio. Est-ce que Évrard l'aurait connu, est-ce qu'il l'aurait emprunté? C'est peu probable. Mais en tout cas, il a remplacé effication par efficace, qui est bien attesté. Il n'y a pas de terme tout à fait équivalent dans le texte latin. Il faut se reporter à Pietro d'Abano. On trouve juste distemperato, mais qui n'a pas vraiment, qui n'est pas exactement le correspondant de grand efficace. Tant est forte et de grand efficace la disposition de l'air en l'altération du corps humain. On peut aussi tout bêtement se dire, il a mis effication parce que à proximité, il y avait disposition, altération, autant de mots anciens, et peut-être que là, il avait un peu perdu son attention. Je prendrai un dernier exemple avant de passer à la problématique de l'édition qui peut faire plaisir à Joëlle Ducos ici présente parce qu'il est question de vapeur fumeuse et visqueuse. De quoi s'agit-il? Il s'agit ici d'un extrait que je lis. Pour ce voyons-nous, veillons-nous, en sciences qui sont de sèche complexion et froide et en l'âge qui à ce ça accorde, que nul chevel ne vienne, ne s'engendre ce tropoinon, qui est signification que les chevels sont engendrés de une vapeur fumeuse et visqueuse. Il remplace cela par une matière moeste et vaporeuse. Chez Pietro d'Abano, on trouve ex vapore viscoso fumoso. Donc d'abord, il avait traduit un peu peut-être trop rapidement, en s'inspirant du latin, vapeur, visqueuse et fumeuse. Il s'est ravisé après coup et il s'est dit, il faut que je revienne sur mes pas. Pourquoi ? Eh bien, tout d'abord, le terme vapeur qu'il avait d'abord utilisé en médecine peut avoir en fait une signification très précise. C'est une humidité qui peut être provoquée par des humeurs non évacuées. Ou encore, dans une autre signification, une humeur qui émane à partir de la décomposition d'un corps. Tandis que selon les dictionnaires, le latin vapor n'avait pas ces connotations. Nous savons qu'il est médecin, donc il connaît cette terminologie en français, donc sans doute a-t-il dit il faut que je sois prudent, il ne faut pas qu'il y ait ambiguïté. Il préfère donc utiliser le terme très générique matière, auquel il ajoute deux adjectifs, moeste, qui va remplacer visqueuse. Alors moeste, ça veut dire humide. Le terme visqueux qu'il avait utilisé d'abord est bien attesté en français, déjà en ancien français, puisque tous les dictionnaires le relèvent. Il s'agit d'un emprunt, mais il a toujours ce sens très sémantique de gluant, viscosité. Tandis que pour moiste, c'est simplement l'humidité qu'il contient comme trait sémantique. Fumeuse, il a également laissé tomber. Fumosus en latin classique signifie enfumé, qui jette de la fumée, mais il préfère le remplacer par vaporeuse, qui signifie remplie de vapeur, qui semble un peu plus neutre. Donc il me semble qu'il a préféré choisir ici un groupe nominal à partir d'un terme générique auquel il ajoute des adjectifs pour rendre l'essence qu'il avait trouvée dans le texte latin, sans doute parce que vapeur en médecine avait déjà une connotation très particulière. Je vais passer maintenant, si vous le permettez, aux spécificités de l'édition d'un tel manuscrit. Pardon, peut-être quand même
ne pas aller trop vite en besogne. Qu'est-ce que ça nous dit sur ce problème du bilinguisme, hein, dont nous étions occupés? On a l'impression en fait que Évrard est très conscient de ce qu'il fait, hein, lorsqu'on observe ses corrections. Tantôt, il se laisse facilement influencé par le latin, parce qu'il emprunte également beaucoup de mots au latin. On n'a pas vu de cas ici, parce que ça ne figure pas forcément dans ses corrections. Mais d'un autre côté, alors que tout d'abord il avait copié le latin, il se ravise, hein. C'est comme s'il réfléchissait bien et qu'il voulait précisément aller à l'encontre de ce risque, hein, d'avoir des interférences à partir de cette langue qu'est le latin, qui est sa langue dominante de son érudition, de sa formation. Mais donc il est très vigilant, me semble-t-il. Donc il préfère vraiment se rapprocher du sémantisme du latin et faire attention qu'il ne se laisse pas induire en erreur par la forme superficielle, disons, des mots. Et je pense que ça corrobore ce que nous avons, l'impression que nous avons également à partir d'autres études que nous avons réalisées. Alors, pour l'édition d'un manuscrit autographe, bien sûr, nous nous étions posé la question du modèle, de la méthodologie à suivre, et nous avions trouvé un modèle utilisé par Gilbert Rouy, notamment ensemble développé avec Ezio Ornato pour une édition génétique de textes médiévaux. Il s'agissait de l'édition d'un texte de Jean de Montreuil, un traité latin. Il faut savoir qu'en fait, il s'agissait de plusieurs versions ultérieures. Donc il avait plusieurs manuscrits à sa disposition, dont l'une était des versions nouvelles par rapport à la précédente. Il y en avait 4. Il y avait 4, en fait, campagnes de correction, mais donc 4 manuscrits différents, ce qui, une fois qu'on connaît la chronologie exacte, ce qui n'est sans doute pas non plus facile à établir toujours, on peut assez facilement retracer la chronologie des corrections également. Alors je vais tout de suite agrandir, je voulais vous montrer une des pages de cette édition, hein, qui se présente comme une édition classique avec le texte, des apparats. Mais je vais agrandir cette page, je m'excuse pour la qualité qui n'est pas trop bonne. Ce que vous voyez, c'est qu'ils utilisent excusez-moi, un système de symboles, hein. Vous voyez la partie entre crochets, à partir de la 4e ligne, vous avez des crochets aigus qui est précédé d'un chiffre romain 2. Ça veut dire que dans la 2e version, ce qui se trouve entre les crochets aigus a été ajouté, les crochets aigus désignant des éléments ajoutés. Ensuite, on voit que tout ce passage, dans une 3e campagne de correction, a été de nouveau biffé, a été enlevé. C'est ce qui est symbolisé par les crochets droits. Donc c'est assez complexe, me semble-t-il, pour bien comprendre le texte final. Bien sûr, ici, avec les typographies différentes, cela signifie qu'il ne faut pas tenir compte, en principe, du texte dans une typographie plus réduite. Le texte final, c'est le texte dans la typographie, disons, plus grande. Alors, est-ce que nous pouvions utiliser ce type de méthode? Je l'ai essayé avec des étudiants, mais c'était extrêmement compliqué. Pour certains cas, c'est facile. On peut se dire, voilà, ça a été fait dans une 2e étape, mais pour d'autres, c'était beaucoup plus difficile. Et nous avons donc choisi, en fait, d'éditer le texte de façon classique, avec des apparats. Et au début, on pouvait se poser la question, est-ce qu'il est possible avec les possibilités qui sont offertes aujourd'hui par les éditions numériques, de faire une édition carrément synoptique, qui présenterait le texte latin avec un des manuscrits à côté du texte français. Ce serait bien sûr très joli, mais cela signifierait qu'il faut avancer au même rythme, aussi bien pour le texte latin, dont la tradition est bien plus compliquée, que pour le texte français. Donc ça, c'est peut-être quelque chose pour faire après la retraite, mais pas pour l'instant, en tout cas. Je ne vais pas passer en revue les
principes que nous avons utilisés parce que ce sont les principes tout à fait classiques. Je vais juste montrer quelques exemples. Nous avons un double apparat critique dont le premier va rendre compte des corrections. Comme ceci, hein, vous avez ici en marge un ajout et dans la ligne même, vous avez avec un système de renvoi, en fait, l'indication d'Évrard qu'il faut renverser l'ordre des mots. Et c'est ce que nous décrivons alors dans l'apparat sous la note 1. Hein, on dit très explicitement dans A, hein, à temps près ou égal, avec double barre, oblique, etc., etc. Nous décrivons ce que nous voyons. Et ce n'est pas toujours facile de décrire exactement ce qu'on voit pour qu'un lecteur puisse comprendre sans avoir le manuscrit devant les yeux. Ça, c'est parfois assez compliqué. Lorsque c'est pertinent, nous allons également regarder ou donner les informations sur les autres copies, parce que pour ce cas précis, les copies se contredisent. Hein. Ils avaient manifestement des idées différentes sur l'interprétation du texte. Pour un cas complexe comme celui-ci, ça demande une note assez longue. Hein. Vous voyez en dessous, dans le texte, la version finale est donnée dans le texte, hein, celle que voulait Évrard de Conti, et dans la note de l'apparat, du premier apparat, nous allons donc décrire ce que nous voyons comme type de correction. Le second apparat est consacré en fait aux références faites par Évrard de Conti dans ses marges. Comme ici par exemple, dans le texte, il est question de Aubert, comme Aubert dit, et dans la marge gauche, il va référer à l'œuvre, une des œuvres d'Albert le Grand, et c'est ce que nous allons identifier dans le second apparat. J'aurais dû mettre un 2 et pas un 1, hein, où nous mettons marge gauche, nous identifions la citation elle-même, et nous essayons alors d'identifier cette citation dans une édition existante, par exemple, ou le cas si elle fait défaut, nous allons voir dans des incunables, voire des manuscrits. Maintenant, et j'en arrive ainsi à la fin de cette conférence, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux avec ceci? L'édition classique est très bien, elle permet de prendre connaissance du texte, mais est-ce qu'il y aurait moyen, avec ce cas complexe qu'on vient de voir, hein, de faire autre chose? Et en fait, inspiré par quelques projets d'édition numérique d'autographes, mais plus modernes, hein, je vous montrerai un exemple immédiatement, je me dis peut-être qu'après coup, on pourrait effectivement mettre en place une édition, mais qui s'occuperait uniquement, bien sûr, des cas de correction qui sont intéressants, qui mettrait en évidence les différentes couches de correction. Comme ceci, par exemple. Le premier état du texte, et il s'agit en fait de... Il faut lire en fait commencer à la troisième ligne. Seront-ils faibles et imparfaits, etc. C'est ce qu'il écrit. Ensuite, il va barrer, et brièvement dit-il, c'est cette aventure qu'il puisse. Dans une étape suivante, il rajoute en marge gauche, toutefois, combien qu'il puisse, mais il n'est pas content, il barre, toutefois, combien qu'il puisse. Il continue, et il va rajouter au-dessus de, toutefois, combien qu'il puisse. Toutefois, dit-il, il peut, et il continue en dessous de la rature, il peut bien avenir aucune fois, aussi que s'il vole six dire que, c'est aussi qu'une aventure. Mais c'est pas terminé. Hein. Il n'est toujours pas content, il rebarre ce qu'il vient de faire, et il va alors ajouter « poille bien » dans l'interligne, si vous le voyez, hein, et puis il continue la suite du texte. D'ailleurs, il a barré le « qu'il » qui, en fait, qui manque, qu'il faut donc rétablir. Et c'est ce que nous avons fait dans l'édition, bien sûr, lorsqu'on se rend compte qu'il a fait une erreur. Un autre type de présentation serait simplement de faire, voilà, première phase, deuxième phase, troisième phase, quatrième, et ainsi de suite. Hein. Et donc, je m'étais inspirée de ce projet
monté à l'université d'Anvers par Dirk van Hulle avec toute une série de collègues sur Samuel Beckett, dont on a conservé pas mal de brouillons. Et ici, j'ai pu en fait faire une copie d'écran où vous avez un extrait d'une de ses œuvres, l'Innommable, avec une rature, et vous voyez comment on transcrit alors l'élément en question. Ils vont très loin parce que pour chaque page, ils font une animation qui montre comment s'écrit le texte. C'est assez intéressant. Je ne sais pas si on pourrait aller jusque-là. Sans doute que non. Je ne voudrais pas abuser de votre temps, mesdames, messieurs, et je pense qu'il est temps de conclure. Que peut-on conclure? En fait, nous voulions montrer que cet autographe d'Évrard de Conti peut être très précieux pour toutes sortes d'études, mais aussi pour la traductologie et également pour toute autre discipline. Et nous voulions montrer que les défis que nous avons lorsque nous voulons éditer un tel type d'autographe, que ces défis sont assez grands. Je pense qu'il faut surtout mettre le texte à la portée des chercheurs, de quel domaine qu'ils soient, afin de leur permettre de découvrir ce texte très intéressant et aussi cette traduction intéressante. Et peut-être que, une fois que l'édition sera sortie chez Champion, nous travaillons avec toute une équipe, et le premier volume, la première partie, est presque achevée. Je dis ça déjà depuis 5 ans, mais là, pour le moment, nous sommes vraiment dans une phase très finale avant d'aller chez l'éditeur qui est la Maison Champion. Mais donc, si vous avez encore un peu de patience, vous allez pouvoir voir cette version papier. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, je pourrai obtenir des fonds pour m'associer à des informaticiens ou d'autres personnes qui seraient passionnées comme moi de ce type de travail. Je vous remercie beaucoup de votre attention et bien sûr, si vous avez des questions, je suis tout à vous. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? J'imagine qu'il y a quelques questions après cette... Oui. Il faut parler dans le micro puisqu'on est enregistré. Merci. Y a-t-il des indices qui permettent de vérifier si les corrections par rajout sur les marges ont été faites juste après l'écriture ou lors d'une collation éventuelle beaucoup plus tard? Il y a effectivement l'indice de la couleur des encres, qui vaut ce que ça vaut. Si c'est exactement la même couleur que le texte, il y a beaucoup de chances que la correction dans la marge ait été faite au moment de l'écriture du passage en question. Si l'encre a une couleur vraiment très différente, cela a été fait manifestement à un autre moment. Mais il est très difficile de dire à quel moment ou combien de temps est passé dessus. Sans doute pas beaucoup. Je ne pense pas qu'il y ait eu, puisque les premières copies datent déjà disons du tout début que je ne me trompe pas, de la toute fin du 14e, et qu'ils ont également la plupart ou toutes les corrections. Je pense que j'ai trouvé une fois quelque chose qui a été gratté sur l'autographe, qui n'est pas dans une copie, ça c'est intéressant. Mais donc, il n'a pas dû y avoir une grande différence temporelle entre cette campagne de correction. Mais il est très difficile, même avec les couleurs de l'encre, de savoir exactement combien de temps il a mis. Parce que parfois, en passant d'une partie à une autre, l'encre change de couleur. Donc là aussi, il est difficile de savoir. Merci pour votre question. Merci beaucoup, c'était vraiment fascinant. Moi, je m'interroge par rapport à la méthode de travail également. Donc, vous avez bien montré qu'il s'agissait d'un deuxième jet. Qu'est-ce qu'il y avait dans le premier jet, à votre avis? Parce que c'est étonnant qu'il y ait autant de corrections dans un deuxième jet. Et
Est-ce que ce deuxième jet valait comme mise au net? Bon, vous avez dit que c'était peut-être destiné au roi, mais le roi étant mort entre-temps, bon, est-ce qu'il y a eu une mise au net? A-t-on des indices à ce sujet? Vous voulez dire par rapport à cet autographe, une mise au net après coup? Oui. Nous n'avons pas d'indice de ce point de vue-là. D'accord. Mais nous pensons, parce qu'il y a parfois des corrections vraiment très compliquées, que nous ne comprenions pas nous-mêmes. Et nous avons l'impression que le manuscrit B, qui est à la Bibliothèque nationale, qui est très bien fait, parce que toutes les corrections, l'interprétation des corrections ont beaucoup de sens. Et c'est après coup qu'on se dit, ah oui, c'est ça. Et on a l'impression que sans doute Évrard était proche, D'accord. ou pouvait aider le copiste. Mais nous n'avons pas d'indice d'une nouvelle mise au net. Et alors, petite sous-question, est-ce que on a des indices montrant que Évrard travaillait avec les textes de Barthélemy de Messine et de Pietro d'Abano sur son bureau, puisque par exemple, on voit que dans le deuxième jet, il corrige encore une traduction. Donc, est-ce qu'il retourne à l'original régulièrement? On a des indices de ça ou? Je ne sais pas si nous avons, je ne pense pas qu'on ait les indices qu'il retourne forcément à l'original, mais en tout cas, c'est une étude de Françoise Guichard-Tesson et Peter de Leemans qui a montré qu'il s'est basé sur un type de manuscrit particulier, c'est une version de Jean de Jandin, des textes, donc, qui a copié Barthélemy de Messine et Pietro d'Abano dans un même manuscrit, comme c'est le cas dans Les Incunables. Donc il y a le texte de Barthélemy et puis le commentaire. Il y a une série de manuscrits qui sont réalisés par Jean de Jandin, et ils ont pu montrer avec des différences entre la version latine d'autres manuscrits et le texte français, qu'il s'est basé en tout cas sur ce type de manuscrit. Et ils ont pu, disons, il y a 2-3 manuscrits qui semblent être les candidats. Donc il a dû avoir effectivement un manuscrit à sa disposition. Mais pas de texte grec par contre. D'accord. Et alors, dernière chose sur les éditions digitales, j'en prépare moi-même une. Et il y a un outil vraiment très très bien à ce sujet, si vous voulez, je pourrais vous donner les références, qui permet de faire des éditions diplomatiques, synoptiques avec l'original. Donc ce qui est intéressant parce que ça permet d'avoir des différents types de présentation, notamment de pouvoir revenir à ce à quoi ressemble le manuscrit Oui. proprement dit. Voilà. Ça, effectivement. Oui, Ouais. merci, ça me ferait bien plaisir. Merci. François. Merci beaucoup pour cette très belle conférence. Alors, j'ai quelque chose à... Moi, je m'occupe de mettre au point les mémoires de Jean de Hénin. Donc, je suis confrontée à des problèmes qui sont un peu semblables aux vôtres, mais qui ne sont pas sous-tendus par la correction d'une traduction, mais par le fait que, alors, comme vous, il se corrige soit à l'écriture, soit à la relecture, et généralement c'est en interligne, voire dans la marge, mais il a aussi un autre type de correction qui est de supprimer des passages dans lesquels il a des notations trop personnelles. C'est-à-dire quand il dit tel jour on a fait étape à tel endroit et moi j'ai été logé chez un tel, et ça il le supprime. Donc c'est pour abonder le sens, dans le sens où je pense que c'est aussi une mise au net. Parce que c'est le manuscrit sur lequel il copie, c'est un manuscrit en papier, mais qu'il a lui-même folioté. Et quand il n'a pas la place pour copier ce qu'il copie lui-même de ses propres mémoires, ou etc., lui, il ne met pas en bas de page, mais il dit « Allez voir à tel feuillet pour avoir la suite ». Hein. Donc, je pense que c'est comme vous, c'est le manuscrit qui nous est parvenu. D'ailleurs, je pense aussi, comme beaucoup de manuscrits dits autographes, on n'a jamais le premier jet, hein, pratiquement pas, je crois. Il y avait le Sermon de Jonas, dont Nelly Andrieux disait ça, c'est un premier jet, parce que c'est mélangé de notes tyroliennes. Je pense qu'on a très souvent, par l'auteur lui-même, bien sûr, et qui retravaille au moment, enfin, quand il fait sa propre copie,
qui retravaille son texte. Mhm. Oui. Enfin, merci beaucoup. Bah non. Très belle leçon de méthode aussi. Ne serait-ce que, je pense comme vous, que le plus simple, c'est quand même de mettre en note, à tel endroit il fait comme ci, à tel endroit il cancelle, avant d'avoir un outil tellement formidable. Tout sera fait. Merci. D'autres questions? Vraiment? Sinon, moi j'avais une petite question, mais c'est vrai que c'est une curiosité pour une édition électronique. Parce que effectivement, quand on voit toutes ces corrections, ça serait vraiment passionnant d'avoir un texte balisé avec qu'on puisse interroger sur l'ensemble des corrections, voire avec une typisation des corrections. Parce que, et bon, ça veut dire, ça n'empêche, c'est pas contradictoire avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que dans un premier temps, il faut quand même mettre à disposition du public le texte. Tout à fait. Mais en fait, c'est un texte qui mérite quand même qu'on puisse aussi le soumettre à beaucoup de requêtes différentes. Donc que l'édition puisse évoluer, je pense, et être enrichie. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, je pense que oui. Et bien sûr, pour lui, comme c'est un texte avec tant de thématiques différentes, c'est extrêmement compliqué. Hein. Donc, par exemple, Françoise Guichard-Tesson a beaucoup travaillé sur la partie de la musique, qui est très compliquée, mais apparemment, il s'y connaissait très bien. Hein. Donc, c'est épatant. Mais là aussi, c'est intéressant de pouvoir mettre tout ça, disons, à la disposition des chercheurs ou du public, tout simplement. Et effectivement, toutes ces corrections, si on pouvait travailler dessus, les avoir tout de suite sous la main, ce serait très intéressant. Les cas que j'ai montrés ici avec le lexique, avec ces choix lexicaux, ils sont moins nombreux que les autres. Hein. La plupart des corrections sont des corrections de style ou d'erreurs manifestes. Donc j'ai dû creuser pas mal pour trouver ces cas, mais ils sont révélateurs. Et peut-être que dans un premier jet, il y en avait beaucoup plus, mais malheureusement, nous ne l'avons pas, effectivement. Merci. Merci encore à Michel, et puis bonne soirée à tous. Merci de votre présence ici. Merci d'être venu si tard.